Le Mosquito de De Havilland n'aurait pas dû fonctionner. Selon toute logique militaire conventionnelle, la proposition de Jeffrey de Havilland, en 1938, était absurde, un bombardier construit presque entièrement en bois sans armement défensif, qui ne comptait que sur la vitesse pour survivre. La réponse du Air Ministry fut prévisible, un refus poli. Le métal était l'avenir. Le bois appartenait à la Grande Guerre. On en faisait des avions en toile, et des toiles pas une aviation préparée à un conflit mécanisé contre le Troisième Reich. Pour autant, de Havilland persista, et dans cette persistance naquit la graine d'un des appareils les plus élégants du conflit, et la scène pour un héros improbable qui en ferait une machine encore plus rapide. À la fin des années 1930, la Grande-Bretagne faisait face à un problème arithmétique cruel. La réarmement s'accélérait, mais l'aluminium était rare, rationné âprement, disputé par toutes les branches, qui réclamaient chasseurs et bombardiers. Le génie de Havilland fut de voir, dans ce qui apparaissait, comme une limitation, une opportunité. L'entreprise avait passé des décennies à perfectionner la construction en bois stratifié, collant du contreplaqué de bouleau avec du balsa équatorien et de l'épinette canadienne, au moyen de cols cassins mis au point pour le mobilier. Ces techniques donnaient des structures légères solides, et ce qui était crucial, fabricable par des menuisiers et des usines de pianos des artisans qualifiés, exclus du travail sur cellules métalliques. Le Mosquito serait une machine de guerre assemblée par des artisans de paix, un bombardier qui ne volerait pas des ressources à la production des Spitfire. Le dessin sorti en 1939 était audacieux. 2 moteurs, Rolls-Royce Merlin, les mêmes, qui propulsaient Hurricane et Spitfires montés sur une cellule élancée, d'envergure 16,5 mètres. Pas de tourelle, de canon, pas de compartiment de bombardier, seulement pilote et navigateur, dans un cockpit exigu, misant leur vie sur des calculs. Les estimations de performance promettaient quelque chose d'extraordinaire, une vitesse maximale dépassant 400 mm/s, en altitude plus rapide que n'importe quel chasseur en service. À l'époque, la vitesse, comme blindage, la vitesse, comme arme. Le premier prototype, peint en jaune d'entraînement, s'arracha au sol de l'aérodrome de Hatfield le 25 novembre 1940. Le pilote d'essai, Jeffrey de Havilland Jr., poussa les manettes des gaz et le Mosquito fit quelque chose d'inattendu. Il parut impatient, vif. En février 1941, les essais officiels à Boscombe Down confirmèrent que les chiffres n'étaient pas fantaisistes. À 22 000 FT, l'appareil atteignit 392 mph, et ce n'était qu'un prototype chargé d'équipements d'essai et avec des moteurs pas encore optimisés. Le scepticisme du Air Ministry commença à se fissurer. Mais la vitesse sur le papier et la vitesse en combat sont des créatures différentes. Les premiers avions de série étaient équipés de moteurs Merlin D6. Les Mosquitos étaient homologués pour des pressions de suralimentation spécifiques, 14 lb par pouce carré, pour le décollage moins pour la croisière soutenue. Ces limites n'étaient pas arbitraires. Les ingénieurs de Rolls-Royce avaient calculé des marges de détonation, les températures admissibles, les contraintes sur la calotte du piston. Dépasser ces chiffres exposait au risque d'une casse catastrophique, bielle brisée, piston fondu, moteur, qui se déchirent à 20 000 km au-dessus du territoire ennemi. Les manuels étaient explicites, les limites étaient sacrées. Pourtant, à la fin de 1942, alors que les Mosquitos commençaient à effectuer des raids en profondeur en Allemagne, les équipages signalèrent un problème inquiétant. Ils étaient rapides, oui, mais pas tout à fait assez. Les STWV 190 de la Luftwaffe et les variantes récentes du Bf 109G colmataient l'écart. Les interceptions devenaient gênamment fréquentes. Un Mosquito qui avait
rebondi au-dessus du Ruhr, pouvait semer son poursuivant, mais la marge s'amenuisait. Les pilotes revenaient avec des récits de traçantes, passant dangereusement près de piquets qui à peine ouvraient la distance d'engins, hurlant à puissance d'urgence, qui pourtant ne suffisait pas toujours. Le Mosquito avait prouvé la vision de Havilland. Mais il lui fallait maintenant quelque chose de plus, quelque chose que le bureau d'études n'avait pas anticipé et que les manuels n'autorisaient pas. Il fallait quelqu'un prêt à lire entre les lignes des tolérances d'ingénierie, à voir, non des limites, mais des possibilités. Quelqu'un qui comprenne que des règles écrites en temps de paix peuvent ne pas survivre aux exigences de la guerre. Roderick Banks n'était pas censé changer quoi que ce soit. Il était mécanicien, pas ingénieur, une distinction que la hiérarchie de la Royal Air Force prenait très au sérieux en 1942. Son atelier à Ras Maham dans le Norfolk était l'un des dizaines dispersés au sein du Bomber Command, entretenant les moteurs Merlin qui équipaient Lancaster, Halifax et la flotte croissante de Mosquito. Son travail tenait de l'exécution, non de l'innovation. Démonter le moteur, inspecter les éléments, remplacer l'usé, remonter, selon spécification, signer le carnet de bord, renvoyer en ligne. Le système fonctionnait, parce que des hommes comme Banks suivaient les instructions à la lettre. Mais Banks avait une habitude particulière, il lisait tout, non seulement les manuels d'entretien, mais aussi les spécifications techniques que Rolls-Royce joignait aux livraisons de moteurs, des documents denses que la plupart des mécaniciens ignoraient, remplis de calculs thermodynamiques et de tableaux métallurgiques. Banks les étudiait pendant ses pauses, repas suivant la logique derrière les limites de suralimentation et les rapports du mélange carburant-air. Il avait rejoint l'usine Rolls-Royce de Derby comme apprenti en 1935 et y passa 4 ans à observer le développement du Merlin avant d'être recruté par la RAF. Il comprenait ses moteurs à un niveau inhabituel pour un homme portant les galons de sergent. Au début de 1943, Banks remarqua une divergence. Le manuel du Merlin indiquait des pressions de suralimentation maximale, mais les données d'ingénierie montraient que les composants pouvaient, théoriquement, en supporter davantage. Pas beaucoup plus, mais assez pour que cela compte. La limite ne concernait pas ce que le métal pouvait réellement endurer, elle concernait ce que Rolls-Royce pouvait garantir sur des milliers de moteurs opérant dans des conditions variées, une marge de sécurité. Banks commença à se demander ce qui se passerait si l'on entamait délibérément cette marge, juste un peu sur des moteurs, dont on savait qu'ils étaient en parfait état. Les calculs étaient séduisants. La puissance du Merlin dépendait directement de la pression dans le collecteur d'admission, la suralimentation, forçant le mélange air-carburant dans les cylindres. Augmentez la pression de 2 livres par pouce carré et vous gagnez environ 100 chevaux. Sur un Mosquito, cela pouvait représenter quelques 15 miles à l'heure supplémentaires en altitude. La différence entre une évasion réussie et une très courte carrière de combat. Mais sous ces chiffres simples se cachait une complexité dangereuse, trop de pression, et la détonation devenait inévitable. Le mélange explosait prématurément, frappant les pistons d'ondes de choc, capables de fissurer le métal en quelques secondes. Le Merlin utilisait un carburant à 100 octanes plus résistant à la détonation que les essences ordinaires, mais pas infiniment. Banks comprit que la marge dépendait d'un contrôle précis du mélange. Trop pauvre, trop d'air, pas assez de carburant. Et la température des cylindres montait en flèche. Trop riche, et l'on gaspillait l'avantage. Le point d'équilibre était étroit variant avec l'altitude et la position des gaz. Banks commença modestement. Un moteur destiné à la révision devint son laboratoire. Il ajusta l'unité de suralimentation, une simple recalibration,
en apparence repoussant la coupure de surpression de 2 points. Puis, il enrichit légèrement le mélange à haute puissance, ajoutant un effet de refroidissement par évaporation. Sur le banc d'essai, le moteur rugit à des pressions que les manuels Rolls-Royce classaient « urgence seulement », tenues non plus pendant quelques secondes, mais plusieurs minutes. Les températures grimpaient, mais restaient dans les tolérances. Rien ne se brisa, rien ne fondit. La preuve mécanique était là, convaincre quelqu'un de monter un tel moteur sur un avion opérationnel était une autre affaire. Les officiers ingénieurs de la RAF vivaient dans la peur des modifications non autorisées. Chaque changement exigeait une approbation à travers des circuits administratifs d'une lenteur proverbiale. Des comités examinant d'autres comités des évaluations de risque remplis en triple exemplaire. La modification de Banks existait dans une zone grise pas vraiment illégale, mais certainement non approuvée. Il lui fallait un allié, quelqu'un prêt à risquer sa réputation sur l'intuition d'un mécanicien. Il le trouva en la personne du squadron leader Peter Shanner, pilote de Mosquito, ayant survécu à 3 campagnes et gagné un saint mépris pour la prudence officielle. Shanner avait volé sur Cologne en février 1943, quand un Bf-109G avait failli l'abattre à la sortie du raid, si près qu'il avait distingué le masque à oxygène du pilote allemand. Ce souvenir le rendit réceptif lorsque Banks lui expliqua sa découverte. La réponse de Shanner fut pragmatique. Si ça marche, ce n'est pas illégal, c'est de l'initiative. Si ça échoue, Banks portera le blâme. Ils choisirent un vendredi soir, pendant l'absence de l'officier ingénieur de la base. Banks et 2 mécaniciens de confiance travaillèrent toute la nuit à modifier la commande de suralimentation et le circuit carburant du Mosquito, attribué à Shanner, numéro de série DZ414. À l'aube, l'appareil reposait sur l'aire de dispersion identique, en apparence à tous les autres du squadron. Seul le carnet technique trahissait la vérité et l'inscription de Banks restait délibérément vague, optimisation du mélange ajustement de routine. Le système de contrôle de la suralimentation des Merlins était plus simple qu'on ne l'imaginait, ce qui rendait les modifications de Banks à la fois possibles et dangereuses. Au cœur du dispositif se trouvait une capsule barométrique, un soufflet métallique scellé, sensible à la pression atmosphérique. À mesure que l'avion montait et que l'air se rarefiait, la capsule se dilatait, ajustant mécaniquement la pression maximale des gaz pour éviter de surmener le moteur dans l'air mince. Rolls-Royce avait calibré ces capsules de manière prudente, en intégrant des marges de sécurité fondées sur l'idée que les pilotes pouvaient, sous le stress du combat, malmener les manettes de gaz, que la qualité du carburant pouvait varier selon les lots, ou que l'entretien pouvait être imparfait. La première intervention de Banks visa précisément ce calibrage. À l'intérieur de l'unité de suralimentation, un ressort déterminait la pression maximale que la capsule autorisait avant de couper la puissance. En choisissant avec soin un ressort légèrement plus souple, pas radicalement différent, simplement un peu plus permissif, il fit passer la surpression maximale de 18 à 22 livres par pouce carré. Cela ne semblait pas révolutionnaire, mais à 20 000 pieds, cela représentait la différence entre 380 et 395 mph. Dans une poursuite, cet écart pouvait signifier le passage de la portée des canons à la sécurité en moins de 3 minutes. L'ajustement du mélange carburant-air était plus délicat. Le carburateur du Merlin dosait le carburant à travers une série de gicleurs minuscules orifices en laiton percés à des diamètres précis. L'altitude et la position des gaz déterminaient quels gicleurs alimentaient le mélange, et Rolls-Royce les avait dimensionnés pour fonctionner légèrement pauvres, à haute puissance
privilégiant l'économie de carburant et réduisant le risque d'encrassement des bougies par excès de carbone. Banks comprit que cela nuisait au refroidissement lorsqu'on extrait la puissance maximale d'un moteur. Le carburant supplémentaire ne sert pas seulement à brûler, il s'évapore dans le cylindre, absorbant la chaleur, qui autrement surmènerait les pistons en aluminium. Il remédia à cela en remplaçant le gicleur principal par un modèle d'un diamètre de perçage supérieur d'un cran, augmentant le débit de carburant d'environ 8% à plein régime, pas assez pour noyer le moteur, ni gaspiller du carburant, mais suffisant pour abaisser la température des gaz d'échappement de 40 degrés. Cette marge représentait la survie, la détonation et la préallumage qui détruisèrent les moteurs survenaient lorsque les températures des cylindres dépassaient des seuils précis. Banks achetait une assurance thermique. L'allumage à la magnéto attira aussi son attention. Le Merlin enflammait son mélange avant que le piston n'atteigne le sommet de sa course de compression, donnant au front de flamme le temps de se propager. Rolls-Royce fixait cette avance à 15 degrés avant le point mort haut, un compromis entre puissance et sécurité. L'avancée à 18 degrés permettait d'extraire plus d'énergie de chaque combustion, mais augmentait les contraintes mécaniques sur les bielles et le vilebrequin. Banks estima que le bas moteur du Merlin Carter et Pallier pouvait encaisser cette charge, à condition que le moteur fût en parfait état. Des paliers usés ou des cylindres légèrement ovalisés s'édrainent catastrophiquement sous ce surcroît de tension. C'est pourquoi Banks sélectionnait les moteurs à modifier avec un soin obsessionnel. Tout propulseur présentant le moindre signe d'usure était ramené à la spécification standard. Seuls les Merlins, sortant d'une révision complète, dotés de pistons neufs, de paliers vérifiés au millième de pouce près et de compression parfaitement égale sur les 12 cylindres, recevaient le traitement. Il repoussait les limites, mais sans ignorer la physique. Ces modifications ne violaient aucune règle explicite, car aucune règle n'avait prévu leur existence. La doctrine d'entretien de la RAF supposait que les mécaniciens suivaient scrupuleusement les spécifications du constructeur. Le règlement ne disait pas « tu ne modifieras point les commandes de suralimentation ». Il ne concevait simplement pas que quelqu'un puisse l'envisager. Banks opérait dans le silence, entre la permission explicite et l'interdiction explicite, cet espace gris où l'initiative côtoie les erreurs qui brisent une carrière. La position officielle de Rolls-Royce, si elle avait eu connaissance de ces pratiques, aurait été d'une horreur sans ambiguïté. Leur garantie se voyait annulée dès que les limites d'exploitation étaient dépassées. L'entreprise avait testé ses moteurs jusqu'à la destruction, consignant avec précision le moment où les pistons fondaient, où les paliers se bloquaient, où les vilebrequins se tordaient. Ces marges existaient parce qu'une défaillance à haute altitude signifiait des équipages morts, et des équipages morts, c'étaient des enquêtes des responsabilités des réputations ruinées. Mais Rolls-Royce ne volait pas de mission de combat au-dessus de la roueur avec des Focke-Wulf en attente de solutions de tir. Banks pariait que des périodes brèves à surpression élevée des minutes non des heures ne déclencheraient pas les modes de défaillance redoutés par Rolls-Royce. Il misait aussi sur la résistance à la détonation du carburant à 100 octanes, sur sa propre capacité à ne choisir que les meilleurs moteurs et sur ses mécaniciens qui surveilleraient les températures avec obsession lors des vols d'essai. Le lendemain matin, après la modification du DC-94, Peter Channer prit seul le Mosquito pour un vol d'essai standard, monté à 15 000 pieds vol, en palier à puissance de croisière. Puis vint le moment de vérité. Channer poussa les manettes
jusqu'en butée, et regarda les aiguilles des manomètres de suralimentation dépasser la ligne rouge, se stabilisant à 20. Le grondement des merlins s'approfondit plus rauque, plus pressant. L'indicateur de vitesse s'enroulait au-delà de chiffres que Shanner n'avait jamais vus en vol horizontal. La preuve arriva au-dessus de Gelsenkirchen le 19 avril 1943. L'équipage du squadron, leader Shanner, avait été chargé d'une mission de reconnaissance de jour, photographier les usines de carburant synthétique de la vallée de la Ruhr. Le genre de mission qui attirait l'attention de tous les contrôleurs de la Luftwaffe dans le rayon radar. Le Mosquito franchit la côte hollandaise à 24 000 pieds. Les caméras chauffaient le navigateur de Shanner, annonçaient les repères à travers l'interphone. Ciel clair, visibilité parfaite, conditions idéales pour être repérés. Les chasseurs allemands apparurent 18 minutes après l'entrée dans l'espace ennemi de Focke-Wulf 190 A5, grimpant durement depuis un aérodrome près de Münster. Leur moteur radio BMW s'arrachait vers l'altitude. Les vecteurs des contrôleurs étaient excellents. Ils s'étaient positionnés en avant de la trajectoire du Mosquito, coupant la route de retour vers la mer du Nord. Shanner les aperçut, à 6 miles, 2 points sombres, contre les cumulus virant pour intercepter. Doctrine standard de la Luftwaffe, attaquer par-dessus et par l'arrière, profitant de la vitesse, acquise en piqué, croisant les tirs de canon de 20 mm et de mitrailleuses de 13 mm. Shanner ne paniqua pas. Il termina la passe photographique, laissant l'appareil capter ses clichés, tandis que les FW 190 réduisaient la distance. Puis, il dit calmement à son navigateur « Voyons ce que Banks nous a donné. » Les manettes étaient déjà à fond, mais Shanner enclencha l'override, les poussant au-delà des butées, dans la zone que les manuels Rolls-Royce classaient « Urgence » uniquement. Les manomètres bondirent à 20 livres, puis légèrement plus. Le Merlin répondit par un hurlement qui fit vibrer toute la cellule. Le Mosquito accéléra, comme s'il avait reçu un coup de pied colossal. Shanner sentit l'augmentation dans ses tripes, pas une montée progressive de vitesse, mais quelque chose de plus immédiat, plus brutal. L'indicateur passa les 400 mph, continuant de grimper. L'altimètre commença à se dérouler. Malgré les gaz grands ouverts, ils échangeaient de la hauteur contre de la vitesse dans une descente douce qui conservait l'énergie tout en allongeant la distance. Le pilote de tête du FW 196 comprit ce qui se passait et ajusta sa trajectoire, plongeant plus raide pour conserver la géométrie de poursuite. Pendant 30 secondes, il tint sa position, peut-être même gagna un peu. Puis l'écart commença à s'étarer 500 yards, 600, 100. Le Focke-Wulf était rapide en piqué, capable de près de 400 Nm/s en chute libre, mais il ne pouvait pas maintenir cette vitesse en vol horizontal. Le Mosquito, lui, le pouvait. Shanner regarda les chasseurs décroître derrière lui, leurs pilotes, poussant sans doute leurs manettes à la cloison par feu, tirant tout ce que les ingénieurs de BMW avaient mis dans leur moteur. Ce n'était pas suffisant. À 800 yards hors de portée efficace, les FW 190 abandonnèrent. Shanner maintint la pleine puissance, encore 3 minutes, repassant dans l'espace allié, au-dessus de l'estuaire de la Schelde, avant de relâcher enfin les gaz. Les Merlins se stabilisèrent en croisière température, élevée, mais dans les limites tolérées. Les 2 moteurs avaient tenu. Plus important encore, lui aussi. L'officier du renseignement, qui débriefa Shanner, nota l'incident d'un ton clinique, a réussi à échapper à 2 FW 190 grâce à un avantage de vitesse. Mais le rapport ne disait pas l'essentiel. Ce n'était ni un coup de chance, ni une manœuvre habile, c'était la physique qui avait gagné.
Le meilleur chasseur de la Luftwaffe conçu pour abattre les bombardiers alliés avait été distancé en vol horizontal par un appareil qui l'aurait dû massacrer. La nouvelle se répandit dans les escadrons de Mosquito à la vitesse que n'atteignent que les informations réellement utiles. D'autres pilotes vinrent interroger Channer, et celui-ci les renvoya vers Banks avec un sourire entendu. En mai, 3 autres Mosquito à Maham avaient reçu les modifications. En juin, Banks passait ses soirées à travailler sur les moteurs d'autres escadrons, son atelier devenant un centre de performance officieux. Les modifications restaient techniquement non autorisées, mais elles étaient de plus en plus tolérées par les commandants de base plus soucieux de voir leurs équipages rentrer que de respecter une perfection réglementaire. Les rapports de combat s'accumulèrent. Pendant l'été 1943, le 17 juin, un Mosquito modifié distança 3 Messerschmitt 109 G6 au-dessus de Hambourg. Le 3 juillet, un autre échappa à la poursuite acharnée de Kurt Bulligen, un accrédité de 112 victoires et qui savait exactement comment mener une interception. Lui non plus ne put rattraper le Mosquito. Le 22 août, un équipage rentrant en boitant sur un seul moteur, après des dégâts causés par la flaque, utilisa les modifications de Banks sur le Merlin, restant pour rester devant 2 Bf-109, qui auraient dû les achever sans peine. Les chiffres devinrent irréfutables. Les Mosquitos équipés de moteurs modifiés revenaient de missions que des appareils conventionnels ne survivaient pas. Le taux de perte des machines Banks était inférieur à la moitié de celui des Mosquitos standards sur des missions comparables. La survie achetait du temps. Le temps achetait de l'expérience. L'expérience produisait de meilleurs résultats au bombardement. Le cercle était vertueux. L'opération Jéricho exigeait une précision frôlant le suicide. La prison d'Amiens, dans le nord de la France, détenait 120 membres de la résistance française, condamnés à être exécutés le 19 février 1944. Londres avait reçu des messages désespérés via les réseaux du SOE. Faire sauter les murs, leur donner une chance de se disperser, sinon ils mourront. La mission demandait que des Mosquitos frappent un bâtiment de 3 étages avec des bombes de 500 l'hélice, ouvrant des brèches précises sans faire s'effondrer l'ensemble sur les prisonniers. Attaque à très basse altitude, en plein jour, à 300 mètres, à l'intérieur du territoire occupé, puis retour à travers des défenses alertées. Le groupe Captain, Percy Pickard, prit le commandement rassemblant des équipages du 140 Wing, des hommes expérimentés ayant déjà volé sur Oslo-Berlin et des cibles encore plus ambitieuses. La planification prit 4 jours. La reconnaissance photographique révéla en détail l'organisation de la prison, murs extérieurs de 2 pieds d'épaisseur, baraquements de garde, adjacents au bâtiment principal, quartiers allemands, à détruire tandis que les sections françaises devaient rester théoriquement intactes. Les bombardements se feraient à hauteur de toit, peut-être 50 ft, ce qui signifiait que l'onde de souffle de vos propres armes pouvait répandre votre appareil si le timing était hésitant. 19 Mosquitos décollèrent de RAF Huntsdon le matin du 18 février. La date d'exécution avait été avancée. La formation vola au ras des vagues, à travers la Manche navigation au chronomètre et à la boussole, arrivant sur Amiens à 12h03 précise. L'appareil de Pickard mena la première vague 6 Mosquitos montant à 150 yachts pour leur passe d'attaque. Les bombes frappèrent parfaitement, soufflant des sections du mur extérieur en gravats et ouvrant une brèche dans la paroi faite près des cellules condamnées. La seconde vague visa les quartiers de garde, faisant s'effondrer des bâtiments et semant le chaos. La troisième vague resta en réserve en cercle, mais elle ne fut pas nécessaire.
Les rapports de renseignement confirmèrent plus tard que 258 prisonniers s'étaient enfuis dans la confusion, dont la plupart de ceux programmés pour l'exécution. Le bombardement réussi n'était que le premier obstacle à la survie. L'attaque avait eu lieu en plein midi, avec les stations radar allemandes pleinement en alerte. Alors que les Mosquitos se rassemblaient pour le vol de retour, les contrôleurs de la Luftwaffe armèrent tous les chasseurs disponibles depuis les aérodromes entre Amiens et la côte. Les appareils britanniques affrontèrent 40 minutes d'exposition avant d'atteindre la Manche, survolant une campagne où chaque route abritait des unités de la Wehrmacht reliées par radio. Le Mosquito de Picard ne rentra jamais. 2 Focke-Wulf 190 l'attrapèrent près de Béthune, leur canon, trouvant l'avion avant toute possibilité d'esquive. Picard et son navigateur moururent sur le coup. 2 autres Mosquitos furent abattus par des chasseurs dans ces minutes brutales. Après l'attaque, le prix à payer pour voler droit et horizontal durant les passes de bombardement. Les 16 appareils restants survécurent en grande partie grâce aux modifications que Banks avait désormais standardisées. Le squadron leader, Ian McCready, menant la seconde vague, rencontra 4 FW-190 grimpants pour intercepter près d'Abbeville. Son Merlin modifié lui donna les Dachmelisum PH qui transformèrent un potentiel combat en une course qu'il pouvait gagner. Les pilotes allemands tirèrent à portée maximale leurs obus de 20 mm, tombant derrière la dérive de McCready à mesure que l'écart s'agrandissait. Le Flight Lieutenant Bob Ayardale affronta une poursuite plus soutenue. Un Bf-109 G6 le surprit depuis les nuages, au sud de Hamong, le pilote allemand, exécutant une attaque de manuel qui aurait dû envoyer le Mosquito d'Ayardal s'écraser dans un champ français. Ayardal cloua les manettes en avant, sentant la note du moteur changer, alors que la pression de suralimentation grimpait dans la plage modifiée par Banks. Les pilotes, 209, restèrent d'abord avec lui. La variante Gustav était redoutable en vol horizontal, capable de 390 mph au ras du sol, mais capable et soutenable sont 2 notions différentes. Le moteur Daimler-Benz du Messerschmitt était homologué pour des régimes de puissance précis, et comme le Merlin tout dépassement de ses limites entraînait des traumatismes mécaniques. Pendant 3 minutes, les 2 appareils hurlèrent à pleine puissance au-dessus d'Amiens. Le 109 resta à environ 600 yards derrière la queue d'Ayardal, assez près pour l'inquiéter, trop loin pour tuer. Puis lentement, graduellement, l'écart commença à s'élargir. Rien de spectaculaire. Ce n'était pas l'accélération foudroyante que Channer avait ressentie en altitude. À basse altitude, la densité de l'air réduisait la performance des 2 avions, mais le Mosquito d'Ayardal maintenait 405 mph, là où le 109 ne pouvait soutenir que 395. 10 milles à l'heure cumulés sur 3 minutes devinrent un demi-mile de séparation. Le pilote allemand tira une dernière rafale à une distance impossible et rompit la poursuite, probablement en jurant contre son niveau de carburant. 12 des Mosquitos rentrés ce jour-là portèrent les modifications de Banks. Les 12 revinrent intacts. Les 4 pertes comprenaient l'appareil non modifié de Picard et 3 autres volants, selon les spécifications d'origine. L'échantillon était faible, les statistiques non définitives, mais les équipages tirèrent leurs propres conclusions. En mars, Banks recevait des demandes d'escadron dont il n'avait jamais entendu parler les officiers ingénieurs, fermant les yeux sur des modifications qu'ils ne pouvaient reconnaître officiellement. La fureur d'Hermann Göring devenait légendaire même selon ses standards théâtraux. Lors d'une réunion au Karenhall,
Le 8 mars 1944, il interrompit un exposé technique de la Luftwaffe pour hurler pourquoi les chasseurs allemands étaient incapables d'attraper des meubles britanniques en bois. La frustration du Reichsmarschall était compréhensible. Les mosquitos apparaissaient au-dessus de Berlin en plein jour, photographiant la chancellerie, pendant que les BM-109 s'élançaient inutilement en contrebas. L'humiliation était à la fois tactique, politique et profondément personnelle. Göring avait promis à Hitler la suprématie aérienne. À la place des bombardiers en contreplaqué ridiculisait cette promesse à 400 mph. La réponse de la Luftwaffe trahissait une panique déguisée en innovation. Messerschmitt et Focke-Wulf reçurent des directives urgentes pour extraire davantage de vitesse de leurs cellules existantes. Les ingénieurs connaissaient la dimension du problème le Mosquito bien piloté et à haute altitude occupait une enveloppe de performance que leurs chasseurs ne pouvaient atteindre en poursuite prolongée. Proche, désespérément proche. Mais l'aviation ne récompense pas la proximité. La solution de Messerschmitt fut le Bf-100G10 doté d'un moteur Daimler-Benz DB605D amélioré avec un surcompresseur perfectionné et un mode d'urgence portant la puissance à 2000 chevaux. Sur le papier impressionnant. En pratique, les modifications ajoutaient du poids annulant partiellement le gain de puissance. Le G10 pouvait atteindre 426 mph à altitude optimale, mais seulement brièvement, et seulement si le pilote acceptait une durée de vie moteur, mesurée en heures plutôt qu'en jours. La logistique allemande ne pouvait soutenir un tel niveau d'usure à grande échelle. Focke-Wulf poursuivit le développement du Ta-152, l'obsession de Kurt Tank, raffinement extrême du FEB 190. LS allongé, cockpit pressurisé, moteur, Junkers jumeaux 213, délivrant 2150 chevaux grâce à l'injection MW150 de méthanol et d'eau. Les prototypes atteignirent des performances remarquables. 472 mph à 41 000 pieds, une capacité qui aurait dû dominer les Mosquitos. Mais le développement consomma du temps que l'Allemagne n'avait plus. Les premiers, Ta-152 opérationnels, rejoignirent les unités en janvier 1945 trop tard et trop peu nombreux pour influer sur le cours de la guerre. La Luftwaffe tenta également d'imiter l'approche de Banks des augmentations non autorisées de la suralimentation sur les moteurs existants. Plusieurs Staffel expérimentèrent des réglages de commande de boost sur les DB605 et BMW 801, cherchant la marge dont semblaient jouir les pilotes britanniques. Les résultats furent catastrophiques. Les moteurs allemands moins robustes que les Merlin souffraient d'une qualité de fabrication en déclin à mesure que les bombardements alliés perturbaient la production. Les paliers cédaient, les pistons se fissuraient, les bielles traversaient les carters, et un Bf-109 se désintégrant au-dessus de son propre aérodrome parce que son pilote en avait trop demandé devint un film d'instruction sur ce qu'il ne faut pas faire. Le problème fondamental n'était pas seulement technique, il était industriel. Les usines Rolls-Royce de Derby et Crewe fonctionnaient avec une qualité de matériaux constante, une main-d'œuvre hautement qualifiée et des chaînes d'approvisionnement intactes. En 1944, la production aéronautique allemande reposait sur des installations dispersées, utilisant une main-d'œuvre forcée de compétences variables et des matériaux de substitution lorsque les alliages appropriés devenaient introuvables. Les tolérances en souffraient. Le contrôle qualité devenait théorique. Un moteur conforme sur le papier pouvait cacher des défauts n'apparaissant qu'à l'épreuve du stress. L'Oberst Adolf Galland, général de la chasse, comprenait cette réalité avec une amère lucidité. Dans un mémorandum adressé à Göring,
En avril 1944, Galland nota que même lorsque les chasseurs allemands parvenaient à intercepter les mosquitos, les bombardiers s'échappaient souvent grâce à une vitesse soutenue que nos avions ne pouvaient égaler sans risquer la défaillance mécanique. Il demanda l'autorisation de retirer des chasseurs de secteurs moins critiques afin de concentrer des effectifs écrasants contre les nids de mosquitos, acceptant des pertes ailleurs pour garantir des victoires contre les bombardiers rapides. Göring rejeta la proposition. Le Reichsmarschall restait convaincu qu'il existait des solutions techniques, la supériorité de l'ingénierie allemande. Un article de foi nazi produirait des avions capables d'humilier le contreplaqué britannique. Il dériva des ressources vers le développement de chasseurs à réaction le Me-262, promettant une vitesse qui rendrait le Mosquito obsolète. Les jets finirent par voler, et ils furent en effet assez rapides, mais ils arrivèrent au compte-gouttes alors que des centaines eussent été nécessaires, pilotés par des équipages formés à la hâte et brûlant un carburant que l'Allemagne ne pouvait se permettre. Pendant ce temps, les opérations de Mosquito s'intensifièrent. Les bombardiers rapides frappaient en plein jour des cibles que les quadrimoteurs n'attaquaient que de nuit, usines de roulements à billes, à Schweinfurt, site des V-Weapons, le long de la côte française, quartiers généraux, de la Gestapo à Copenhague. L'impact psychologique dépassait les dégâts physiques. Les civils allemands voyant des mosquitos filer au-dessus d'eux, intacts malgré la flaque, et les chasseurs, comprirent que leur prétendue Luftwaffe avait perdu le contrôle du ciel. Certains pilotes de la Luftwaffe en vinrent à respecter à contre-cœur leurs adversaires insaisissables. Alpmann Heinzka, vétéran, crédité de 33 victoires, nota dans son journal, après une interception ratée, « Le Tommy volait comme si le diable le poussait. » Ou peut-être le diable était-il dans ses moteurs. Il n'en savait rien. Personne ne connaissait Banks, ni les réglages de suralimentation modifiés, ni les mélanges enrichis. Mais il comprenait qu'il se passait quelque chose au-delà du bureau d'études qui donnait cet avantage aux bombardiers en bois. À l'automne 1944, l'atelier de Banks à Maham était devenu à la fois une légende et une nécessité logistique. Des équipages venus d'autres bases apportaient une bouteille de whisky et problèmes techniques, espérant que le sergent à la touche magique examinerait leur merlin. Banks aidait quand il le pouvait, mais la demande dépassait ce qu'un seul homme pouvait accomplir physiquement. La solution naquit d'elle-même, il commença à former d'autres mécaniciens transmettant son savoir à ceux qui manifestèrent à la fois aptitude technique et discrétion. Le réseau s'étendit prudemment. Banks repérait les candidats par recommandation, privilégiant les mécanos ayant travaillé dans des usines Rolls-Royce ou faisant preuve d'une initiative inhabituelle. Il invitait ses hommes à observer une modification moteur, expliquant la théorie, pendant qu'il exécutait la pratique réglage du boost remplacement du gicleur principal, avance de l'allumage à la magnéto. Chaque procédure était démontrée 2 fois, puis l'élève l'essayait sous supervision. Banks refusait quiconque n'était pas capable d'expliquer pourquoi chaque modification fonctionnait, et pas seulement comment l'appliquer. La compréhension évitait les erreurs catastrophiques. Le flight sergeant Thomas Yardley devint son élève le plus accompli. Yardley avait passé 3 ans à l'usine Rolls-Royce de Hillington, près de Glasgow, avant de rejoindre la RAF, et il possédait une intuition des thermodynamiques que Banks reconnut aussitôt. En novembre 1944, Yardley modifiait des moteurs à RAF Coningsby, travaillant avec des escadrons de Lancaster, commençant à recevoir des variantes propulsées par Merlin. Les modifications passèrent avec succès au quadrimoteur,
quoique les gains de performance fussent moins spectaculaires. Un Lancaster ne pouvait pas semer des chasseurs, quelle que fût la préparation moteur, mais la puissance supplémentaire améliorait le taux de montée et le plafond, rendant l'appareil marginalement plus difficile à abattre. Le caporal James Denison établit un autre nœud à Rough Ratton Cambridge, se consacrant exclusivement aux escadrons de Mosquito. Denison, plus jeune que Banks, seulement 23 ans, absorba les leçons à fond. Sa contribution fut d'affiner le réglage du mélange pour différents profils opérationnels, les Mosquitos menant des attaques à basse altitude contre des navires nécessitant des réglages différents de ceux engagés dans des reconnaissances à haute altitude. Denison calcula les variations créant ce qui revenait à des configurations moteurs spécifiques aux missions. Le réseau officieux fonctionnait grâce à un strict contrôle de l'information. Les modifications n'étaient jamais évoquées par téléphone, ni consignées dans une correspondance officielle. Le savoir circulait de mécanicien à mécanicien, en face à face, généralement lors de visites de station, officiellement motivées par des opérations d'entretien routiniers. Les officiers d'ingénierie d'escadron développèrent une plausible dénégation. Ils savaient qu'il se passait quelque chose concernant les performances des moteurs, mais la paperasse n'indiquait que des révisions et réglages standards. Si une autorité supérieure les interrogeait, ils pouvaient sincèrement prétendre ignorer les détails. Cet arrangement convenait à tout le monde, sauf au règlement. Les directives techniques du Air Ministry exigeaient encore que toute modification soit soumise à une approbation formelle, à des essais et à une documentation officielle. Le réseau de Banks violait entièrement cette structure, fonctionnant comme un système parallèle, optimisant les avions par des canaux que la bureaucratie ne reconnaissait pas. La situation ne demeurait viable que parce que les résultats écrasaient les objections. Les escadrons de Mosquito disposant de moteurs modifiés affichaient des statistiques opérationnelles systématiquement supérieures, taux d'achèvement de mission, plus élevées pertes au combat, réduites frappes, plus précises sur les cibles. Pourtant, Banks ne minimisait jamais les risques réels de ces modifications. Les moteurs, fonctionnant à des pressions de suralimentation élevées, accumulèrent la fatigue plus vite que les propulseurs standards. Les composants qui survivaient, normalement 200 heures entre deux révisions, nécessitaient parfois un remplacement après 150 heures. L'érosion des têtes de piston devenait plus fréquente. Les soupapes d'échappement montraient une usure accrue. La performance avait un prix, une facture d'entretien que quelqu'un devait payer. Plus grave encore, des défaillances catastrophiques se produisirent. En décembre 1944, un Mosquito décollant de la base B subit la rupture d'une bielle dans le moteur gauche à 400 pieds d'altitude. La tige traversa le carter, l'huile se répandit sur le collecteur d'échappement brûlant, et le feu prit aussitôt. L'équipage réussit à ramener l'avion sur un seul moteur et à atterrir, mais l'aile fut détruite avant que les équipes au sol ne puissent éteindre l'incendie. L'enquête révéla que le moteur incriminé avait été modifié 3 semaines auparavant. Banks examina personnellement l'épave. La baïelle brisée montrait des fissures de fatigue caractéristiques d'une surcharge répétée sur plusieurs vols. Les registres indiquaient 118 heures depuis la dernière révision, dans les limites normales. Mais Banks avait spécifié que les moteurs modifiés devaient être retirés à 150 heures, quelle que soit leur apparente santé. Le mécanicien responsable avait dépassé la limite de 28 heures. Ces 28 heures avaient coûté un moteur et failli coûter 2 vies. L'incident poussa Banks à formaliser légèrement son réseau informel. Il créa un système de suivi simple, un petit carnet,
où chaque moteur modifié recevait une ligne avec le numéro de série, la date de modification et la limite horaire. Des copies furent maille remises à ces mécaniciens, formés accompagnés d'instructions explicites, retirer le moteur, à la limite peu importe son apparence. Ce supplément de prudence réduisit presque à zéro le taux de défaillance au cours des mois suivants, bien qu'il augmentât la charge de maintenance. Les commandants de base faisaient face à un dilemme particulier. Ils ne pouvaient officiellement autoriser des modifications qui violaient les protocoles du ministère, mais ils ne pouvaient pas non plus se permettre de perdre l'avantage de performance qu'elle procurait. La solution fut une ignorance étudiée. Les officiers d'ingénierie reçurent des instructions verbales. Assurez-vous que les moteurs soient maintenus selon les standards de performance optimaux, une formule assez vague pour signifier tout et rien selon l'interprétation. Mais le coup finit par devenir impossible à ignorer. Le 14 janvier 1945, le Flight Lieutenant David Wilson et son navigateur étaient à 40 minutes d'une mission de reconnaissance au-dessus de Kiel lorsque le manomètre de température du moteur droit grimpa brutalement au-delà des limites sûres. Wilson réduisit aussitôt les gaz, mais les dégâts progressaient. La pression d'huile chutait, les températures métalliques montaient malgré la réduction de puissance. Il fit demi-tour vers l'Angleterre, ménageant le moteur mourant, tandis que le Merlin gauche supportait une charge disproportionnée. Ils faillirent réussir. À 8 milles des côtes anglaises, le moteur droit se bloqua complètement, l'hélice moulinant dans le vide. Wilson amérit dans la mer du Nord. Les secours maritimes les retrouvèrent 90 minutes plus tard, en hypothermie mais vivants. Le démontage du moteur révéla une cascade de défaillances, commençant par une fissure dans une soupape d'échappement. La soupape avait surchauffé, conséquence des températures, de cylindres élevés, dues aux longues périodes de suralimentation. De minuscules fissures s'étaient propagées à travers sa face au fil des missions. Pendant le vol fatal, un fragment de cette soupape se détacha, tomba dans le cylindre et pulvérisa la tête du piston. Les débris détruisirent la paroi du cylindre, contaminèrent l'huile de particules métalliques et cette boue abrasive tua les roulements en quelques minutes. Banks lut le rapport d'enquête avec l'expression de quelqu'un voyant enfin se produire la catastrophe qu'il avait toujours prévue. Il savait depuis le début que le fonctionnement prolongé à haute puissance sollicitait les composants au-delà de leur durée de vie prévue. La question avait toujours été de savoir si l'avantage tactique justifiait le prix mécanique. La quasi-mort de Wilson apporta une réponse inconfortable. Les mathématiques des pertes acceptables étaient brutales. Entre juin 1944 et mars 1945, les Mosquito dotés de moteurs modifiés effectuèrent environ 3004 missions opérationnelles. Les pertes au combat s'élevèrent à 11 appareils, soit un taux de 0,39%. Les Mosquito aux spécifications standards, volant sur des missions comparables, perdirent 47 avions sur 6800 sorties, soit 0,69%. Statistiquement, les appareils modifiés avaient 2 fois plus de chances de rentrer. Mais ces mêmes moteurs modifiés subirent 23 défaillances mécaniques suffisamment graves pour forcer des atterrissages d'urgence ou des abandons en vol. 3 équipages périrent dans des crashs directement imputables à des pannes moteurs. 7 autres furent blessés. L'arithmétique morale troubla Banks plus qu'il ne l'avoua. Chaque modification qu'il approuvait pouvait sauver un équipage des chasseurs allemands, mais simultanément les exposait à un risque venu de leur propre moteur. La décision n'était pas uniquement la sienne. Les pilotes réclamaient eux-mêmes ces modifications, conscients du compromis. Mais Banks emportait le poids. Quand un moteur cédait, il savait que ses propres mains
avait ajusté ses commandes de suralimentation, choisi ce gicleur de carburant, avancé ce calage d'allumage. Les officiers d'ingénierie d'escadron faisaient des calculs similaires. Ils pouvaient entretenir les moteurs selon les standards du temps de paix, acceptant la pénalité de performance, ou repousser les limites et tolérer des défaillances catastrophiques occasionnelles. La plupart choisirent la seconde option, raisonnant que le combat tuait avec une efficacité bien supérieure à la panne mécanique. Un équipage abattu au-dessus de l'Allemagne faisait face à la mort ou à des années de captivité. Un équipage contraint à un amérissage, après une panne moteur, survivait souvent si les secours arrivaient rapidement. La mer du Nord était cruelle, mais ce n'était pas la Gestapo. Officiellement, Rolls-Royce demeurait aveugle à l'ampleur des modifications, mais ses ingénieurs n'étaient pas dupes. Les représentants techniques, visitant les bases de la RAF, remarquaient que les moteurs retournés en révision présentaient des traces d'usure incompatibles avec les conditions d'exploitation prévues. Des questions furent posées, des réponses volontairement vagues furent données. Les représentants rapportèrent leurs soupçons à Derby, où la direction fut confrontée à une réalité embarrassante. Leurs moteurs étaient utilisés au-delà des spécifications, apparemment avec succès, et se plaindre risquait d'obliger la RAMF à cesser, réduisant ainsi l'efficacité du Mosquito. Certains ingénieurs de Rolls-Royce en privé étaient fascinés. L'entreprise avait toujours été prudente avec les limites du Merlin, privilégiant la fiabilité plutôt que la puissance maximale, mais beaucoup soupçonnaient qu'il existait une marge supplémentaire. Les modifications de Banks constituaient en pratique un programme d'essai non officiel fournissant des données qu'aucun test en temps de paix n'aurait jamais produites, des moteurs poussés jusqu'à la destruction, dans des conditions de combat, des milliers d'heures d'exploitation, à haute contrainte, le tout documenté dans les carnets d'entretien. Le coût humain s'étendait au-delà des équipages tombés. Les mécaniciens au sol, travaillant sur des moteurs modifiés, vivaient sous une pression constante. Ils savaient que chaque décision, approuver un moteur, pour le vol, retarder une révision de 10 heures, accepter une température limite, pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Le Flight Sergeant Yardley développa un ulcère au début de 1945, le stress de la responsabilité se manifestant physiquement. Plusieurs mécaniciens demandèrent leur transfert vers des unités non opérationnelles, incapables de supporter ce fardeau psychologique. Banks lui-même montrait les signes de la tension. Des photographies de la fin 1944 révèlent un homme considérablement vieilli en 2 ans. Le mécanicien confiant, qui avait d'abord modifié le DZ 414, était devenu un homme conscient que l'innovation pouvait tuer autant qu'elle sauvait. Il restait persuadé que les modifications étaient nécessaires. Les statistiques de combat confirmaient cette conclusion. Mais la nécessité n'effaçait pas la culpabilité quand les choses tournaient mal. La question de savoir s'il fallait continuer devint sans objet en février 1945, lorsque le chef ingénieur de Rolls-Royce se présenta à Maham à l'improviste. Ernest Ives n'avait prévenu personne. Il voulait voir la réalité, non une version édulcorée, préparée pour une inspection de direction. Le directeur général de la division aéronautique de Rolls-Royce arriva à la base de la RAF Maham le 12 février 1945, conduisant lui-même une voiture de fonction empruntée au ministère de l'Air. Il trouva Banks dans l'atelier Nairo 3, les bras plongés dans un Merlin, ayant accumulé 147 heures depuis sa dernière modification. Ives observa en silence pendant 10 minutes avant de parler. « Montrez-moi ce que vous faites, sergent. » « Tout »
La conversation qui suivit dura 3 heures. Banks expliqua les modifications du régulateur de suralimentation, démontra le remplacement des gicleurs de carburant Guida Hives à travers sa matrice de décision pour sélectionner les moteurs éligibles au traitement. Il ne s'excusa pas et ne chercha pas à se justifier. Il présenta simplement la réalité technique et les résultats en vol. Ives posa des questions précises sur les marges de détonation, les charges sur les roulements et les contraintes thermiques. Ce n'était pas un interrogatoire, mais un échange d'ingénieurs, discutant de problèmes que la plupart des gens ne pouvaient comprendre. Ives avait apporté les registres d'entretien de 200 moteurs, Merlin sélectionnés au hasard dans des escadrons opérationnels. Il les étala sur un établi triant les moteurs modifiés des moteurs standards, d'après les schémas d'usure visibles dans la documentation. Les moteurs modifiés montraient une usure accrue des composants, exactement comme Banks l'avait prévu, mais les taux de panne restaient dans des limites acceptables, à condition que la discipline de maintenance demeure rigoureuse. Ce qui surprit Hives, ce fut la cohérence. Les modifications de Banks n'étaient pas de l'improvisation, mais une approche d'ingénierie cohérente et systématique. Le directeur de Rolls-Royce interrogea Banks sur les défaillances. Celui-ci lui remit son carnet, le petit registre où figuraient toutes les modifications, 23 pannes mécaniques sur 3400 sorties, soit un taux de 0,68%. Hives compara avec le taux de défaillance opérationnel du Merlin standard, 0,31%. Les moteurs modifiés tombaient en panne 2 fois plus souvent, mais les appareils équipés d'eux survivaient 2 fois plus au combat. Le résultat net, moins d'équipage mort. D'un point de vue strictement utilitariste, les modifications de Banks sauvaient des vies. La réaction de Hives surprit tout le monde. Plutôt que d'ordonner l'arrêt des modifications, il remercia Banks d'avoir identifié des marges de performance que Rolls-Royce avait été trop prudente pour exploiter. L'entreprise avait effectivement intégré de larges coefficients de sécurité dans les puissances certifiées du Merlin, et les opérations de guerre avaient révélé que ces marges étaient plus grandes que nécessaires. Banks n'avait rien découvert que les ingénieurs de Rolls-Royce n'aient déjà soupçonné. Il avait simplement eu le courage d'agir sans attendre l'approbation des comités. Quelques semaines plus tard, Rolls-Royce publia le bulletin technique Nairin 84, daté du 7 mars 1945. Le document autorisait des pressions de suralimentation accrues pour les moteurs Merlin, dans des conditions spécifiques. Autrement dit, il officialisait les modifications de Banks. Le bulletin fixait les exigences moteurs récemment révisées, carburant certifié à 100 octanes, inspections obligatoires toutes les 150 heures. Le mélange enrichi devenait la norme pour les régimes de haute puissance. Le calage d'allumage restait inchangé, Rolls-Royce, jugeant la contrainte supplémentaire sur le vilebrequin excessive pour une application générale, sans toutefois l'interdire. Le bulletin transforma du jour au lendemain les modifications illégales de Banks en procédure approuvée légitimement rétroactivement, 2 ans d'ingénierie non autorisée. Plus encore, il vint confirmer le jugement technique de Banks. Rolls-Royce n'acceptait pas seulement son travail, elle l'adoptait. L'impact dépassa le Mosquito. Les moteurs Merlin, propulsant les derniers modèles de Spitfire et de Mustang, reçurent des modifications similaires, améliorant leurs performances à haute altitude face aux chasseurs à réaction allemands. Les moteurs Merlin 100, développés pour l'après-guerre, intégrèrent les leçons tirées de ces ajustements de terrain, meilleure résistance à la détonation-pression de suralimentation, soutenue plus élevée. Les empreintes de Banks marquaient l'évolution finale du Merlin,
même si son nom n'apparut jamais dans les dossiers officiels de développement. La reconnaissance prit des formes étranges. Banks fut promu Warrant Officer en avril 1945, fait rare pour un homme sans qualification de vol. La citation mentionnait des contributions techniques exceptionnelles à l'efficacité opérationnelle, formule bureaucratique qui dissimulait la véritable portée de son œuvre. Plusieurs pilotes, dont les vies avaient été sauvées par ses moteurs, lui écrivirent des lettres personnelles. La plupart se contentèrent de lui serrer la main lors de visites d'escadron sans rien ajouter. Le meilleur remerciement, c'était de rentrer vivant. À la fin de la guerre, Rolls-Royce offrit à Banks un poste à Derby, dans le développement expérimental de moteurs, un domaine où sa propension à repousser les limites serait un atout plutôt qu'une faute. Il accepta, quittant la RAF en septembre 1945, avec un dossier de service le décrivant comme compétent et fiable, des éloges tièdes qui passaient totalement à côté de l'essentiel. Le bilan opérationnel final fut établi en juin 1945 après la capitulation de l'Allemagne. Les Mosquitos équipés de moteurs modifiés avaient effectué 8200 sorties au cours de la dernière année de guerre, perdant 27 appareils, toutes causes confondues, soit un taux de 0,33%. Les Mosquitos standards, sur 4100 sorties, perdirent 31 avions, soit 0,76%. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les modifications de Banks avaient réduit les pertes au combat de plus de moitié, sauvant environ 200 membres d'équipage, grâce à de simples ajustements mécaniques, ne coûtant rien d'autre qu'une attention méticuleuse. Le Air Ministry ne reconnut jamais officiellement le rôle de ces modifications dans le succès du Mosquito. Les histoires officielles attribuèrent le mérite à l'excellence du design de l'avion, ce qui était vrai, mais incomplet. Le Mosquito était brillant. Banks l'avait rendu meilleur. Roderick Banks mourut en 1992, à 76 ans, dans la banlieue de Derby, où il avait passé 47 ans à perfectionner des moteurs pour Rolls-Royce. Son nécrologe dans le Derby Telegraph mentionna une carrière distinguée dans l'aéronautique, mais ne dit rien des Mosquitos, ni des modifications de guerre. L'histoire aurait pu disparaître complètement si en 1995, lors d'une réunion d'anciens du Mosquito, 3 vétérans n'avaient pas évoqué spontanément les moteurs de Banks, incitant un historien à demander ce que cela signifiait. Le récit complet émergea peu à peu reconstitué à partir des carnets d'entretien, des journaux d'escadron et d'entretien avec des mécaniciens survivants. Ce qui devint évident, c'est que Banks avait accompli quelque chose de rare, une innovation tactique significative venue d'en bas. Un sergent identifiant des marges de performance que les ingénieurs et officiers avaient ignorées ou n'avaient pas osé exploiter. Les organisations militaires prétendent encourager l'initiative, mais en pratique, elles sont construites pour empêcher précisément ce que fit Banks, modifier sans autorisation du matériel coûteux, selon son propre jugement. Son succès mit en lumière une vérité dérangeante sur le conservatisme technique, les marges de sécurité de Rolls-Royce, prudentes pour un usage général, étaient excessives pour des moteurs entretenus avec rigueur et pilotés par des équipages expérimentés. Banks avait compris que sécuritaire, en toutes circonstances, n'était pas synonyme de optimal dans des conditions maîtrisées. Le Merlin pouvait supporter des performances supérieures si l'on contrôlait toutes les variables entretien parfait, carburant de qualité, surveillance méticuleuse. Les restrictions globales de la société empêchaient d'exploiter un potentiel réellement disponible. Cette idée garde une pertinence moderne. Les moteurs d'avions contemporains sont eux aussi calibrés de façon conservatrice, les constructeurs se protégeant
contre les variations d'usage et les responsabilités juridiques. Les opérateurs militaires et civils savent souvent que les moteurs peuvent fournir plus que leurs spécifications officielles. Mais exploiter cette marge exige exactement ce que Banks avait démontré, une connaissance technique profonde, un contrôle qualité obsessionnel et l'acceptation d'une usure accélérée en échange de la performance. Les modifications illustrèrent également la différence entre l'ingénierie en temps de paix et en temps de guerre. La paix privilégie la longévité, le coût et la sécurité, avec des marges qui compensent un entretien imparfait. La guerre privilégie la survie, acceptant de réduire la durée de vie des composants, si cela permet à un équipage de rester en vie, aujourd'hui quels que soient les coûts de maintenance de demain. Banks comprit qu'un moteur, ne durant que 150 heures, au lieu de 200, était acceptable si ces 150 heures empêchaient un équipage de mourir à Minet 47. L'aviation militaire moderne affronte encore cette tension. Les chasseurs de 4e et 5e génération possèdent des limites de performance officielles et d'autres officieuses utilisées en combat quand la survie l'exige. Le moteur du F-15, par exemple, a une poussée nominale et une poussée d'urgence qui réduit sa durée de vie, mais offre la puissance cruciale au moment décisif. Banks avait pionnier cette doctrine avant l'heure établissant que la survie justifie l'usure accélérée. La réputation d'après-guerre du Mosquito bénéficia largement des modifications qu'il avait portées durant le conflit. Les chiffres de performance cités dans les ouvrages historiques reflétaient souvent les avions modifiés de Banks plutôt que les spécifications d'origine. Le Mosquito devint légendaire, en partie parce que Banks l'avait rendu plus rapide que le dessin initial de De Havilland, une ironie historique. La vitesse emblématique de l'avion résultait de modifications non autorisées qui violaient en théorie toutes les règles de maintenance aérienne. L'enseignement de l'ingénierie examine parfois le travail de Banks comme une étude de cas sur la résolution pratique de problèmes face aux procédures institutionnelles. Ces modifications démontraient un raisonnement techniquement solide, appliqué en dehors des circuits officiels, soulevant une question intemporelle: quand faut-il suivre les règles et quand faut-il les remettre en cause? Il n'existe pas de réponse confortable. Banks avait raison, ces modifications sauvèrent des vies. Mais s'il s'était trompé, si les moteurs avaient échoué catastrophiquement à un rythme plus élevé, il aurait été traduit en cour martiale pour imprudence. La leçon la plus large concerne l'origine de l'innovation. Les améliorations décisives viennent souvent d'endroits inattendus, non pas des bureaux d'études ou des départements de recherche, mais des ateliers où ceux qui affrontent directement les problèmes conçoivent des solutions affranchies de la pensée institutionnelle. Banks n'était pas plus intelligent que les ingénieurs de Rolls-Royce. Il occupait simplement une position différente, avec d'autres incitations, et il acceptait des risques que les ingénieurs de la compagnie ne pouvaient se permettre. Son atelier à Maham fut démoli en 1962, lors de la modernisation de la base. Rien ne marque aujourd'hui l'endroit où Banks modifia le DZ 414, ni celui où il forma les mécaniciens qui diffusèrent ces techniques à travers les escadrons. Le Mosquito, qui porta ces modifications lors de l'opération Jéricho, survécut à la guerre, mais fut mis au rebut en 1947. Ses moteurs, historiquement précieux, furent fondus pour récupérer l'aluminium. Les preuves matérielles disparurent, ne laissant que des documents et des souvenirs qui s'effacent. Pourtant, l'influence de Banks persiste sous des formes qu'il n'aurait jamais imaginées. Le développement moderne des moteurs intègre désormais des mécanismes de retour d'expérience destinés à capter les types d'intuition qu'il avait tendus. Les opérateurs signalent les marges de performance,
Les ingénieurs enquêtent sur les modifications non autorisées au lieu de les interdire d'emblée. Les sociétés successeurs de Rolls-Royce ont mis en place des circuits formels pour que les représentants techniques puissent remonter les pratiques inhabituelles, mais efficaces, institutionnalisant ce que Banks avait fait officieusement. La légende du Mosquito perdure parce qu'il accomplit avec éclat des missions que tous jugeaient impossibles. Il vola jusqu'à Berlin et en revint. Il bombarda avec précision le quartier général de la Gestapo. Il échappa aux meilleurs chasseurs de la Luftwaffe pendant 6 ans de guerre. Ce succès reposait sans doute sur le génie de Jeffrey de Havilland, mais aussi sur un mécanicien qui avait lu les manuels, compris les marges et décidé que sauver des vies valait la peine de plier des règles que personne ne savait encore pouvoir être pliées.